Bonjour à tous, Maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité. Aujourd'hui, pour le réseau Expert Aléa, je vais vous parler de la convention fiscale entre la France et Israël et vous expliquer un peu la mécanique d'une convention fiscale. Alors d'abord, élément extrêmement important, ce qu'on va regarder, c'est le titre de la convention. Elles sont toujours similaires et donc c'est l'objet même. En vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la Oui, fortune. Donc, on, on vise on des impôts peut particuliers. finir, on s'appelle tout de suite Alors, après, par contre, j'ai un Bérangère. retour, Rachel. Tout va Son, bien? un peu désagréable. Et donc, on vise des impôts particuliers et surtout pour éviter une double imposition. La double imposition est liée au fait que chaque pays a le droit d'imposer des revenus. Donc les pays se sont mis d'accord pour pouvoir répartir l'imposition, des fois la partager, et vous allez comprendre pourquoi sur beaucoup de sujets, il y a une incompréhension des personnes qui viennent souvent me voir pour me dire, mais j'ai lu dans la convention fiscale. Une convention fiscale, c'est un peu particulier. D'abord, chaque convention est particulière, mais en réalité, elles sont très, très similaires. On a deux types de conventions qui existent dans le monde, les conventions type UNESCO et les conventions type OCDE. La convention qui régit les relations entre la France et Israël est une convention type OCDE. Et donc, on a toujours la même structure. Maintenant, on peut avoir des particularités. On a à chaque fois, alors le propre du fiscaliste, c'est qu'il connaît les particularités quasiment de chaque convention et il connaît les mécanismes. Et c'est pour ça que je voulais faire aujourd'hui ce webinaire un peu particulier parce que très technique sur la compréhension de la convention fiscale. Alors, j'ai pas, et c'est pas l'objectif de vous faire devenir des fiscalistes, mais juste vous faire comprendre que on peut lire tous ensemble la même chose, mais j'aurai souvent une compréhension très différente de vous du texte qu'on va lire. Et donc, je vais vous expliquer. Alors, je vous fais grâce des 20 et quelques pages de la Convention. Vous allez voir, on va aller sur les sujets les plus importants, même si nous, il nous arrive d'utiliser vraiment tous les aspects. Je rappelle qu'elle a été signée en 95 et elle faisait suite à une autre convention de mémoire des années 60. Et elle est rentrée en application suite au vote au Parlement, puisqu'obligatoirement, on attend le vote du Parlement en 1996. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis la convention. Alors, élément aussi un peu important, c'est qu'avant, les conventions s'appelaient uniquement des conventions afin en vue d'éviter les doubles impositions. Eh ben, vous voyez bien l'évolution de la fiscalité, parce que maintenant, on parle bien de prévenir l'évasion et la fraude fiscale. Autre précision, c'est important, il n'existe pas de convention fiscale entre la France et Israël en matière de succession. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de convention? Ben, on applique les dispositions des deux pays. Il se trouve que par chance, il n'y a pas de droit de succession en Israël. Donc, c'est un peu comme s'il y avait une convention, sauf que c'est la France qui rafle tout, comme bien souvent, mais surtout en matière de succession. Maintenant, on parle depuis des années en Israël de créer un impôt sur les successions. Alors, peut-être qu'au débouché de la guerre et pour combler des trous, il existera, puisqu'on parle souvent du fameux 5%. Et là, on aura un problème, parce que ça voudra dire qu'on devra payer côté français et côté israélien et que l'un ne compensera pas l'autre, puisqu'il n'y a pas de convention fiscale. Alors, on voit les personnes concernées, ces personnes qui sont résidents d'un État. Les impôts, impôts sur revenu, impôts sur les sociétés, impôts sur la fortune. On ne parlera pas aujourd'hui de fiscalité des entreprises, parce que c'est déjà relativement compliqué. On a dans l'article 3 des définitions générales, mais qui ne m'intéressent pas beaucoup. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout l'article 4. L'article 4, il va définir la résidence fiscale. Et donc, c'est là où on va avoir l'analyse des critères, les critères qui sont souvent les mêmes, hein, on va les retrouver ici dans le paragraphe 2.
Voilà. Ici. Donc, on va avoir les critères du foyer d'habitation permanent. On va avoir celui du centre des intérêts économiques et financiers, c'est ce qu'on appelle les liens personnels et économiques. On va avoir après le séjour habituel, et puis en dernier, mais c'est extrêmement rare qu'on arrive à ce niveau-là, la nationalité. Donc, c'est l'ordre et c'est l'analyse des critères que l'on doit effectivement regarder. Alors, je vais juste regarder une petite chose sur... Voilà, juste, je suis passé rapidement, mais les définitions, on définit comme bien souvent dans des actes juridiques, l'état contractant, la personne, la société, pour bien expliquer les termes un peu importants, mais là, on reste sur du basique, ça n'a pas vraiment d'incidence fiscale. Donc, article 4, ça fait partie des éléments vraiment essentiels. Alors, article 5, ça concerne les établissements stables et donc les entreprises. On ne va pas en parler parce que, encore une fois, on a vu que ce sujet était de côté. Alors là, c'est beaucoup plus intéressant. On va parler des revenus immobiliers. Les revenus provenant de biens immobiliers ne sont imposables que dans l'état contractant où ces biens immobiliers sont situés. Alors vous verrez, et ça veut dire quoi? Vous avez des biens en France, ils sont imposables en France. Vous avez des biens en Israël, ils sont imposables en Israël. Et classiquement, ça m'est encore arrivé hier et avant-hier, j'ai des personnes qui me disent, au fait, pour les loyers que je perçois en Israël, je trouve que les deux personnes venaient sur des sujets Israël, bien évidemment, je ne les déclare pas en France. Et je leur dis, bah, pourquoi? Ah oui, j'ai lu que... Ah oui, mais le problème, c'est que vous allez voir, l'article 6, c'est pas une fin en soi. Donc, il établit un principe de l'imposition sans pour autant dire qu'il n'y a pas une déclaration et une imposition en France. Donc on va le voir parce que c'est dans un article qui se trouve tout à la fin et que tout le monde oublie, mais on a ce sujet-là. Donc très très important, et c'est pour ça que je vous expliquais que euh, quelqu'un qui ne connaît pas le fonctionnement d'une convention fiscale, il va aller voir revenu immobilier, il voit que c'est imposable dans l'État, il ne se pose pas d'autres questions. Oui, On parle des sauf que revenus et c'est des plus-values. de nombreux redressements. Alors là, on ne parle pas de plus-value, on parle de revenus immobiliers. Les plus-values, c'est un autre paragraphe. Alors, on parle de revenus immobiliers directs, indirects. Bon, il y a un certain nombre de définitions. Euh, voilà, par exemple, à la fin, on parle bien dans le 5, lorsque la propriété d'action part ou autre d'une société ou une personne donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers dans l'État. Alors, c'est ce qu'on appelle, nous, des sociétés à prépondérance immobilière. Et donc, on a ces paragraphes-là qui sont importants. Donc là, on parle bien de revenus, pas de plus-value immobilière. Bénéfice des entreprises, on a dit qu'on n'en parlait pas. Navigation maritime aérienne, entreprises associées. Les dividendes. Excusez-moi, juste sur l'histoire des sociétés à prépondérance immobilière. Alors, Ça veut dire que si c'est euh, à l'IS, ça marche, c'est considéré dans quelle catégorie? ce sera parmi les dividendes ce qu'on va voir ici. Ok, C'est merci. l'article 10. Donc, dans l'article 10, on vous explique quoi? Les dividendes payés par une société qui est résidente dans un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dans la société qui paye les dividendes est un résident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une société française qui distribue du dividende. On va avoir une imposition. Et on va distinguer selon que le dividende est distribué à une autre société, par exemple une société israélienne, on voit au moins 10%. Et si ce n'est pas une société, on va revenir sur le paragraphe d'une personne physique et on sera donc à 15%.
il faut bien comprendre une chose, et au début de l'ère Macron, on a eu ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui, l'imposition sur les dividendes en France est de 30%, ce qu'on appelle la flat tax. Il peut monter à 34 avec la contribution sur les hauts revenus. Et donc, on a un sujet, c'est que l'administration, ou même plutôt les experts comptables, lorsqu'on leur demandait de faire des distributions, faisaient payer à nos clients 15%. Il se trouve que nos clients leur avaient pas expliqué ce que nous, on avait expliqué à nos clients. Et donc, on en a rattrapé au vol pour leur dire non, c'est pas 15%, c'est 12,8. Parce que dans le 30%, l'impôt sur le revenu représente 12,8. Or, on verra, il y a une clause de non-discrimination à la fin de la convention. On parle de 15%, mais dans la mesure où ce taux est un maximum. Donc, comme le taux interne est inférieur, on applique le 12,8. Alors, petite précision, quand vous êtes non-résident, vous êtes redevable de la contribution sur les hauts revenus. Et alors, mes clients me disent souvent, oui, mais c'est illégal, je peux pas. Non, c'est pas illégal. Si vous êtes à 12,8 et qu'on vous met la contribution sociale sur les hauts revenus et que vous êtes toujours dans un calcul de 15%, c'est légal. Par contre, si le taux interne en France était de 15%, on ne pourrait pas vous rajouter les 4% de la contribution sur les hauts revenus. Donc, on peut appeler comme on veut une taxation sur les dividendes, en tout cas les plafonner à 15%. C'est pour ça que lorsque mes clients, je leur explique souvent le sujet des dividendes, alors quel que soit d'ailleurs leur pays de destination, pas obligatoirement Israël, ils me disent oui, mais alors si le président part, si j'ai un autre premier ministre, comment ça se passe? Je leur dis, vous n'avez pas d'impact parce qu'on est sur un traité. Donc, ce 15%, s'appliquait aussi bien pendant l'ère Sarkozy, Hollande ou Macron. Après, on regarde le taux interne. Donc, quand le taux interne s'est envolé pendant l'époque Hollande, on était toujours à 15% sur le taux conventionnel. Et avant de contester une convention et de la remettre, demander une renégociation, c'est plutôt rare et on ne les fait pas sur des sujets comme celui-ci. Alors le taux de 15%, il est plutôt habituel, sauf que sur les nouvelles conventions, à présent, on est plutôt à 10%. La dernière, les dernières, on a des dernières conventions qui ont été signées, on voit des taux apparaître à 10%. Voilà sur les dividendes. Alors, Excusez-moi. j'essaye bien évidemment de vous simplifier parce que on peut rentrer dans des spécificités, mais il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Alors, après, on a les intérêts. Même chose, on va être sur un système de retenue à la source et après une imposition dans l'état de résidence. Bien évidemment, si vous bénéficiez du régime de l'ALEA, vous n'avez pendant 10 ans que l'imposition française. Et c'est notamment ce qui est recherché dans les montages qui concernent les personnes qui partent et qui vont bénéficier pendant 10 ans du régime de l'ALEA. C'est souvent substituer du salaire ou d'autres avantages par une retenue à la source. On va pouvoir continuer. Alors, redevance, on n'en parle pas tellement parce que c'est quand même plutôt particulier. Alors, les gains en capital. On avait tout à l'heure une question sur les plus-values immobilières. Alors, c'est dans cet article-là qu'on va parler des gains en capital. Donc, les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés. Donc, imposition en Israël si le bien est en Israël, imposition en France si le bien est en France. On parle après des actions de sociétés à prépondérance immobilière. Alors, je pense que sur ce sujet-là, on fera un webinaire particulier parce que il y a une vraie mécanique de calcul de plus-value et nous, on le voit souvent sur des foncières françaises qui sont
cédés par des résidents fiscaux israéliens. Il y a un régime totalement atypique qui est d'une grande complexité, mais qui est un mixte en partie d'IS et de durée de détention. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant puisque si vous avez une société à l'IS à prépondérance immobilière et que vous vendez les parts en qualité de résident fiscal israélien, vous pourriez avoir une exonération quasi totale de la plus-value. C'est très, très méconnu. Il se trouve que nous, on est souvent consultés sur ces points-là et nos clients nous demandent souvent d'ailleurs si on ne se trompe pas quand on leur écrit la consultation, tellement ça les étonne. Mais encore une fois, le non-résident est vraiment taxé de manière très différente. Alors, les professions indépendantes, on ne va pas tellement en parler parce que je suis par définition opposé à ce qu'un non-résident ait une profession indépendante, parce qu'on a pas mal de jurisprudence de requalification de résidence fiscale. Et j'explique toujours à mes clients, vous allez m'expliquer comment vous faites du BNC de médecin alors que vous vivez en Israël. Alors, on a de plus en plus le souci pour les médecins. Nous, on a dû récupérer 3-4 dossiers entre novembre et décembre sur des médecins qui travaillent uniquement en Israël. Ce qui pose d'abord une problématique réglementaire, parce que pour moi, ils sont en infraction par rapport à la sécurité sociale française et, caisse primaire d'assurance maladie, parce qu'on n'a pas le droit d'exercer uniquement à distance un métier de médecin. Donc voilà. Alors, sur les traitements et salaires, on verra que le principe de base est l'imposition dans le pays de source du revenu. Alors, on a des exceptions, notamment pour les personnes qui séjournent beaucoup à l'étranger. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, c'est très, très technique. Mais ce qu'on appelle profession dépendante, ce sont les salariés. Jetons de présence sportifs. Je pense que même si vous aimez le sport, on ne doit pas avoir beaucoup de sportifs avec nous ce matin. Un peu tôt. Les pensions rentes viagères sont payées à un résident d'un État contractant, ne sont imposables que dans cet État. Rémunération publique, grand principe, imposition dans l'État de source du pays. Et on le voit y compris sur les retraites publiques, sur tous ces sujets-là. Alors, c'est généralement ce qu'on voit le plus parce que c'est plutôt compliqué d'être fonctionnaire et de vivre en Israël, sauf à être diplomate ou rattaché au consulat. C'est plutôt des sujets qu'on voit, nous, au niveau des retraités. Alors, enseignants, étudiants, on ne va pas en parler. Alors là, l'article 21, c'est intéressant. C'est un article un peu fourre-tout. Et on adore en fiscalité avoir des articles balais. Ça veut dire qu'il peut arriver qu'on ait des catégories de revenus. Alors, des revenus d'ailleurs légaux ou illégaux qu'on n'arrive pas à qualifier. Et donc, ben, on va voir l'article 21 et on comprend que les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents, ne sont imposables que dans cet État, donc dans l'État de résidence de la personne. Alors après, on a des exceptions pour essayer de préciser. Donc là, on a vu tout l'aspect vraiment primaire de l'impôt sur le revenu. On passe après à l'impôt sur la fortune. Alors l'impôt sur la fortune, il faut bien comprendre que quand deux États contractent, ils ne le font pas obligatoirement au regard de leur fiscalité existante. Donc, quand vous lisez ce paragraphe, vous pouvez vous poser la question à un moment de dire est-ce que, tiens, en Israël, il y a un impôt sur la fortune? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'impôt
sur la fortune en Israël, mais il pourrait tout à fait en avoir et on a déjà un mécanisme contre la double imposition. Qu'est-ce qui nous dit cet article? C'est que la fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État est imposable dans l'autre État. Donc ça, c'est très important parce que, si vous voulez, l'IFI actuel qu'on connaît en France ressemblait beaucoup à l'ISF des non-résidents. Pourquoi? Parce que dans l'ISF des non-résidents, on prenait principalement les structures immobilières. Et donc, on se retrouvait, alors avec des mécanismes très particuliers, mais on ne prenait pas un compte bancaire situé en France. Ça ne rentrait pas dans le cadre de l'impôt sur la fortune. Donc là, on détaille différents éléments qui peuvent être importants, puisqu'on a aussi les éléments mobiliers qui étaient attachés, aujourd'hui ne sont plus attachés, puisqu'on a eu une réforme applicable à compter du 1er janvier 2018. Donc vous voyez bien, jusqu'à présent, ils se sont répartis les rôles. Tu taxes toi ou je taxe moi. Et puis, la vraie compréhension d'une convention, elle se fait dans ces articles-là. Élimination des doubles impositions. Et alors, on ne va pas le lire paragraphe par paragraphe parce que je ne vais pas vous faire une compréhension ligne par ligne, mais ce qu'il faut comprendre quand vous lisez ça, c'est qu'on a plusieurs mécanismes d'élimination des doubles impositions. Et qui dit l'élimination de la double imposition, dit pas obligatoirement absence de déclaration. Et c'est notamment par le biais de ces paragraphes-là que nous sommes obligés de déclarer en France. Par exemple, on ne déclare pas les plus-values immobilières réalisées en Israël, mais on va déclarer les revenus fonciers et les revenus immobiliers de sources israéliennes. Notamment parce qu'en France, on a créé un concept génial qui s'appelle la règle du taux effectif global, qui permet de dire je n'impose pas en France certains revenus, mais j'en tiens compte pour déterminer la tranche d'imposition. Alors, je vous donne un exemple vraiment extrêmement basique. Vous avez des revenus imposables pour 50 000 euros, et puis vous avez des revenus qui ont déjà été imposés en Israël pour 20 000 euros. On va tenir compte des 50 000 plus 20 000, donc 70 000 euros pour déterminer vos taux d'imposition. Par exemple, au lieu d'être à 12%, vous allez être à 30%, mais on va ne l'affecter qu'aux 50 000 euros imposables en France. Alors, vous allez me dire, c'est un peu de l'arnaque. Je vous dirais, c'est de la fiscalité. Et comme en France, on a tout créé avec la TVA et toutes ces règles, cette règle qu'on a créée en France que je trouve absolument géniale, c'est-à-dire comment imposer sans vraiment imposer, puisqu'on surimpose un revenu français au regard de revenus étrangers qui ne sont normalement pas imposables. Alors après, ce qui est très intéressant en France, c'est le régime de l'élimination de la double imposition. Alors, on a quelquefois des régimes d'exemption. Nous, ici, dans la convention fiscale entre la France et Israël, on va être sur un régime de crédit d'impôt. On a deux systèmes, deux mécanismes de crédit d'impôt. Il nous arrive, et là je parle de manière générale, d'avoir un système de crédit d'impôt qui dit j'ai payé 20 à l'étranger, donc j'impute 20 sur l'impôt français. C'est ce qu'on appelle un crédit d'impôt à l'euro. Et puis on a un système de crédit d'impôt plus intéressant, et c'est ce système qui est cité dans la convention fiscale entre la France et Israël, c'est de dire l'impôt israélien annule l'impôt français. Alors, on a juste une petite problématique, c'est que les contributions sociales ne sont pas considérées comme un impôt et ne rentrent pas au regard aujourd'hui de la Convention dans ce mécanisme-là.
mais l'impôt israélien annule l'impôt français. Et vous verrez, c'est très important. Je me bats avec mes clients qui me disent, mais j'ai pas payé en Israël, c'est pas grave, ça doit être en Israël et la France peut rien me demander. Ben si, parce que si vous ne payez pas l'impôt en Israël, alors quand on dit payer, des fois on ne paye pas parce qu'on peut être exempté, mais ça veut dire qu'on va faire une déclaration. Donc à partir du moment où on n'a pas ce mécanisme de déclaration en Israël et de paiement, la France considérera qu'elle a le droit de vous imposer sur la globalité, sur les règles françaises. Donc, faut jamais jouer avec le feu. Et comme on a une surimposition en France des revenus fonciers, je prends l'exemple des revenus fonciers parce que c'est vraiment l'exemple type extrêmement important. Donc, vous vous rendez compte que, et on en a parlé à différentes reprises sur les webinaires du réseau Expert Alia, notamment avec Nathanaël Cohen et Nathanaël Drey, de Natco et de Drey et Drey, qui, eux, font les déclarations côté israélien. Moi, sur 2023, j'ai dû échanger avec eux 5-6 dossiers où je leur ai demandé de reconstituer une imposition pour mes clients français parce que cette imposition israélienne qui, je me souviens, j'ai une cliente qui a dû payer 6-7 000 euros en tout en Israël sur plusieurs années, lui éviter des sommes 4 à 5 fois supérieures en France. Donc on a un texte, on l'applique. Et malheureusement, beaucoup trop de personnes partent de principes très simplistes et d'une incompréhension de la fiscalité des mécanismes. Donc, on ne doit pas avoir d'imposition. L'incidence est vraiment minime. Et je le répétais la dernière fois lorsqu'on parlait sur un webinaire de l'immobilier, l'idéal quand même, c'est de louer en meublé ses biens en Israël parce qu'on va pouvoir bénéficier, on va sortir du régime du forfait et on va pouvoir vraiment optimiser et que la location meublée est reconnue en France avec les mêmes mécanismes. Par contre, si vous louez vide et que vous utilisez le mécanisme, ce que j'appelle du commerçant en Israël, en France, le fisc ne le reconnaît pas et va requalifier, recalculer l'impôt, notamment déduire l'amortissement, ce qui aura une incidence extrêmement élevée pour vous. Donc, cet article-là, qui est plutôt d'une grande complexité, hein, parce que vous allez voir qu'il fait des retours sur les différents articles, c'est pour moi l'élément essentiel. Et contrairement à vous qui allez regarder directement les traitements et salaires, nous, c'est généralement ce qu'on regarde dans nos conventions. Et on connaît de toute façon les conventions qui nous intéressent et comment elles fonctionnent. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive un peu à jouer avec elles, même si vous allez voir que derrière tout cela. Alors, il y a la règle de non-discrimination. C'est relativement important parce que l'idée, c'est de dire un résident fiscal israélien ne doit pas être discriminé par rapport à un résident fiscal français au regard de la convention fiscale. Euh, et donc, on ne va pas regarder la notion de nationalité. Donc ça, c'est important parce que c'est à la base de pas mal de jurisprudence pour pouvoir éviter des impositions. Et puis, on va voir après tout ce qui est procédure amiable, c'est-à-dire lorsque on a un souci de fiscalité entre les deux pays, on peut être amené à demander qu'une autorité compétente va juger dans un État, peut demander la question à l'autre. Voilà, là on règle, on explique comment on va régler les conflits. Et donc ça peut aller jusqu'à une réunion pour déterminer comment cela va fonctionner. Alors, j'ai déjà assisté à ce type de réunion. C'est un peu, on va dire, stratosphérique parce que vous vous rendez compte que vous avez affaire à deux administrations dont l'objet est tout simplement de se partager votre client en fonction des années d'imposition et dire est-ce qu'il était résident fiscal d'un pays ou d'un autre et qu'est-ce que je vais lui prendre, qu'est-ce que je vais te laisser. Et nous, on est au milieu en essayant d'amener le maximum d'éléments pour être taxé dans le pays le plus favorable pour nous. Échange de renseignements.
Alors, on n'est plus 20 ans en arrière. L'échange de renseignements avec Israël fonctionne dans les deux sens et fonctionne plutôt très bien parce que même aujourd'hui, en période de guerre, l'administration fiscale israélienne répond à la France. Euh, Ce qu'il faut vous dire, c'est que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ne pensez pas que dans l'échange, ça a un coût et que l'administration va éviter de poser une question parce que vous seriez sur un petit dossier. Je suis toujours étonné de voir, de découvrir que même dans des petits dossiers, l'administration, pour se couvrir, pour comprendre, a interrogé l'État d'Israël et posé un certain nombre de questions, demandé des copies de documents. Ça fonctionne plutôt bien, hein. Les réponses arrivent entre 1 mois et demi et 2 mois et demi après. Honnêtement, l'information avec la Suisse, on est dans ces délais-là. Alors, les pays européens, c'est souvent un peu plus rapide, mais donc, il faut vraiment savoir utiliser ces mécanismes-là et comprendre que Israël n'est pas opaque vis-à-vis de la France. D'ailleurs, à côté des conventions, on a à présent des accords multilatéraux qui ont été signés, notamment par la France et par Israël, qui prévoient des échanges d'informations, des mécanismes, et c'est notamment là que ça a été prévu, le mécanisme d'échange automatique des données bancaires. Donc, voilà sur la convention ce que je voulais vous présenter ce matin. Vous pourrez vous amuser à la comparer à une convention classique avec un pays européen. Vous verrez quand même beaucoup, beaucoup de similarités parce que on a une convention type établie par l'OCDE et cette convention évolue constamment, notamment au regard des dispositions de fraude fiscale qui sont plus établies dans le cadre de la convention elle-même, mais dans le cadre d'accords multilatéraux. Donc c'est vrai que pour avoir une vraie vision, quelquefois, ce document ne suffit pas, mais il a un intérêt, c'est basiquement établir des règles. Alors, entre la France et Israël, ça se passe plutôt bien. Les sujets qui passent au travers sont des sujets hyper confidentiels. C'est-à-dire, que nous, on a des sujets sur des donations à des fondations israéliennes, des sujets vraiment atypiques, mais qui concernent quand même une frange de la population extrêmement limitée. Mais sinon, dans le reste, on va dire que les deux pays jouent plutôt le jeu. On a des conventions, qu'on soit clair, où les pays ne jouent pas le jeu. Moi, j'ai un certain nombre de conflits pour des clients avec le Maroc, où ça a beau être écrit dans la convention, ils vous expliquent qu'ils n'en tiennent pas compte, et donc là, ça pose un certain nombre de problèmes. Mais en tout cas, entre la France et Israël, le mécanisme fonctionne bien et il n'y a pas de secret particulier.